En tant que consultant, j'ai accompagné une trentaine d'organisations en 15 ans. Je les ai accompagnés durant des transformations dites agiles ou encore DevOps. En général, au bout d'un mois, le commanditaire, le sponsor vient me voir et me dit la chose suivante. Geoffrey, je sens que ce que tu mets en place, ça va être utile. Par contre, on aimerait se rassurer, pouvoir décider, est-ce que tu pourrais nous donner des indicateurs qui vont nous aider à ça? En tout cas, merci pour toute l'énergie investie. Au bout d'un mois, le commanditaire me demande des indicateurs clés de performance, en anglais Key Performance Indicators ou encore KPI. Mais, petit problème. Très souvent, elles sont issues d'une approche top-down classique, c'est-à-dire qu'en gros, la direction définit une stratégie, cette stratégie arrive au niveau management et devient un plan d'action et un budget, et ensuite, les actions et les objectifs sont ensuite fournis au niveau des équipes, et c'est ainsi que des équipes, beaucoup de personnes peuvent se retrouver avec des KPI imposés sans même avoir été consultées. Et on peut se retrouver dans des situations relativement compliquées. Première situation, dans une grosse DSI d'environ 350 personnes, c'est une grosse DSI, une des stratégies sur un trimestre était la qualité. Côté management, c'est devenu qualité de code. Et au niveau des équipes, vous l'avez vu dans le mille, c'est devenu la couverture de code. Et c'est ainsi que 12 équipes back-end, soit plus de 80 personnes, se sont vues imposer d'avoir une couverture de code de 80% en 3 mois. Au secours, mon manager me demande des KPI. Deuxième situation, dans une entreprise plus petite, à l'échelle familiale, 50 personnes, pas plus. Cette entreprise est une filiale et dépend d'une maison mère. La maison mère demande toujours plus de rendement à la filiale, et c'est ainsi que le directeur de cette filiale va voir l'équipe Scrum et leur dit la chose suivante, et j'étais là. On va devenir plus performant. Donc à partir de maintenant, votre vélocité ne sera plus de 180 points, mais de 200. Quel génie! Au secours, leur manager leur demande des KPI. Troisième et dernière situation, je ne l'ai entendue qu'une seule fois, mais celle-là, elle est salée. J'étais en train de finir une conférence de DevOps et une personne est venue me voir et il me confie qu'il était leader technique dans une entreprise. Lui et ses équipes ne pouvaient pas livrer plus de 4 fois dans l'année, 4 à 5 fois. Les processus, les interactions, la communication dans l'organisation et les vrais problèmes étaient des freins. Eh bien, ce manager est arrivé du jour au lendemain et lui a dit la chose suivante. J'ai vu les Dora Metrics. C'est génial, on va devenir plus performant. Alors, pour devenir plus performant, il faudrait que ta fréquence de déploiement ne soit plus de 4, mais de 10. Au secours, son manager lui demande des KPI. Au secours, son manager lui demande peut-être l'impossible. Durant cette conférence, je vais vous partager 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience mis sous une forme d'une histoire avec des personnages qui vont me faire penser à des personnes que j'ai rencontrées. Face à quel type de KPI on peut être confronté? En fonction du type, comment y répondre? Et enfin, est-ce qu'on est obligé de subir quand c'est impossible? Est-ce qu'on peut agir? Dernier point, tout ce que je vais vous relater n'a absolument rien à voir avec mes fonctions de 2024. Tout ce que je vous relate, c'est 10 ans d'expérience avant 2024. On est lundi, il est 9 h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est confiant. Lui et son équipe, ils ont une mise en prod vendredi prochain, une mise en prod très stratégique pour leurs clients, mais tout est au vert, il leur reste quelques petites tâches à finir, ils feront ça jeudi, mais pour l'instant, tout va bien. Et oui, ils sont tellement confiants qu'ils ont l'habitude de livrer un vendredi. Il y a un post-it sur la table, il y a écrit la chose suivante, voir le boss à 9 h 30. Dans le monde de la science-fiction et des étoiles, Kevin pourrait ressembler à ce personnage. C'est un très bon développeur, c'est indéniable, il a de très bonnes capacités. Et il est leader d'une équipe de 4 personnes. Il a une bonne connaissance de l'architecture fonctionnelle et il est également très proche du métier, il connaît bien le métier. Et il a surtout une particularité, un mandat. Il a une confiance avec son manager qui est relativement forte, c'est qu'il lui ouvre beaucoup de portes. Ce mandat est très important pour lui. Au sens Team Topologies, il est dans ce qu'on appelle la Streamline Team. La Streamline Team, une équipe qui va produire de la valeur. Et qu'est-ce qu'il produit? Il va produire pour le produit principal de DarkSide Enterprise, l'étoile qui tue. Mais pour tyranniser l'univers, il faut toute une armée. Alors il a également des plateformes team qui fournissent infra, réseau, outils DevOps.
Et des fois, il a besoin de données très spécifiques. Donc, il y a la Complicated Subsystem Team qui va fournir des données ou de l'IA pour booster les droïdes. Et enfin, l'équipe qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'Enabling Team. L'Enabling Team ne font ni infra ni data. Ils vont travailler sur les méthodes, les frameworks. J'appelle ça des catalyseurs et on peut y retrouver notamment les coachs agiles. Le produit de cette organisation. En fait, ça va être la version 3 de ce truc en flou là derrière. La version 1 et 2 ne sont pas très bien passées. Les mises en prod ont foiré. D'ailleurs, l'ancien directeur de projet, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, et il a été remplacé par un nouveau directeur de projet, le responsable de Kevin. Ça tombe bien, il est 9h30, il est temps d'aller le voir. Kevin rentre dans le bureau de son manager, il sent que son manager a un truc à lui dire. Il s'assoit sur la chaise, son manager prend la parole. Avant de démarrer, qui parmi vous connaît la technique du sandwich? Oui, c'est bizarre de voir un sandwich flotter dans l'espace, j'entends. On n'est pas beaucoup. Alors, la technique du sandwich, un sandwich, c'est quoi? Du pain, une garniture et encore du pain. Dans certaines stations de métro ou de train, la garniture n'étant pas terrible, on le masque derrière 2 belles tranches de pain. Eh bien, au management, quand on a un truc un peu délicat à dire, en fait, ça fait quoi? Première couche de pain, c'est un élément positif. Ensuite, la chose délicate, la garniture, et encore une couche de pain. Technique du sandwich, et ça fait la chose suivante. Kevin, tu es un excellent leader technique, et DarkSide Enterprise te remercie. Cependant, garniture, attention, cependant, on aimerait que tu mesures la performance collective de ton équipe. On aimerait se rassurer sur votre performance. Ah, autre chose. Ce mois-ci, on a orienté la stratégie sur la qualité. On aimerait que toi et ton équipe ayez une couverture de code de 80%. Il ne passe pas une super bonne journée, Kevin, on est d'accord. Ah, et dernier point. On a vu les Dora Metrics, on va devenir plus performant. On aimerait que tu mesures les indicateurs de débit, s'il te plaît. Voilà. En tout cas, merci pour toute l'énergie que tu vas fournir pour ce projet. Bisous. En sortant du bureau, Kevin se retrouve face à 3 besoins de KPI. Le premier, ça va être la performance collective. Un lot de KPI sur la performance collective. Par où commencer? Par quoi? Il n'y a que l'embarras du choix, mais ça peut être une difficulté. La deuxième, c'est un KPI qui commence à être connu, la couverture de code. Est-ce que vraiment elle fait sens? Est-ce que ça mesure une performance? Qu'est-ce que c'est que la couverture de code dans une équipe? Ça peut poser problème. Et enfin, un seuil à atteindre, 80%, qui peut être relativement difficile. Et troisième cas, les fameuses Dora Metrics, qui sont relativement mainstream en ce moment, et on peut avoir une définition à peu près claire et pas d'objectif fixé. Et ça, Kevin, ça la ramène à quelque chose qu'il a connu dans son enfance, quelque chose que j'ai connu dans mon enfance et que probablement vous aussi vous avez connu dans votre enfance. Quand j'étais petit, mon père il avait une obsession. Il me disait tout le temps, il faut que tu aies 14 sur 20 en maths. Je ne sais pas pourquoi. En grandissant, en fait, j'ai compris que ça voulait dire la chose suivante. Geoffrey, tu seras performant à mes yeux si tu atteins le seuil de 14 sur 20 en maths en une année scolaire. J'ai des enfants. Et en organisant des goûters d'anniversaire, il y a souvent une figure parentale qui va dire « Les enfants, vous ne mangez pas plus de 3 bonbons », ce qui ne fait absolument pas sens. Pour les enfants, on est d'accord. Traduction, à mes yeux, tu seras performant si tu respectes les règles et les codes sociaux en ne mangeant que 3 bonbons. Et pour les fans d'analyse transactionnelle et du driver, dépêche-toi. Dans 10 minutes, il faut que tu sois prêt ou prête. Traduction, dans 10 minutes, je te verrai comme performant ou performante si tu es prêt, habillé et prête à partir. Et très souvent, les enfants, avant que ça soit ancré et qu'ils ne disent plus rien, ils vous disent même ça ne fait pas sens, pourquoi? Et ils vous pensent du pourquoi. Et dans le milieu professionnel, ça va devenir ça. Sur un trimestre, 80%, sur un sprint, 200 points, sur une année, une fréquence de déploiement de 10. Et pareil pour nous, ça ne fait pas forcément sens. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire « c'est chouette, on m'a filé des KPI, c'est trop bien ». Si vous en connaissez, vous me les présentez. Et double peine, dans le cas de Kevin, c'est qu'en plus, il doit les mettre en œuvre. Mais comment faire? Ça va stresser Kevin. Pourquoi mon manager me demande des KPI? Pourquoi il remet en cause ma performance? On est bon et ça se voit. Il remet en cause sa légitimité. Ça va le travailler. Il a beaucoup de choses à faire, ça explose sa charge mentale, par où démarrer? Ça va le stresser toute la semaine. D'ailleurs, les 2 dernières tâches à terminer, il va un peu les bâcler, il va skipper les tests, il va passer les tests. Et puis on arrive le vendredi, il est 16h, ils mettent en prod. Problème, la mise en prod se passe mal. Il n'aurait peut-être pas dû passer les tests des 2 dernières tâches.
lui et son équipe vont péniblement mettre 3 heures à réparer et mettre en place une solution de contournement. Le week-end démarre mal. On est lundi, il est 9 heures. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin sait que les nouvelles ne seront pas bonnes. Il a la boule au ventre. D'ailleurs, en consultant sa messagerie, il y a déjà une vingtaine de notifications techniques indiquant que le week-end s'est mal passé. Parmi ces notifications techniques, un mail envoyé à 2 heures du matin par un de ses clients, un directeur qui exprime fortement son mécontentement. La semaine démarre mal. Il y a un post-it sur la table. Il a écrit la chose suivante: pensez au KPI du boss. Je pense qu'on a tous et toutes été au moins une fois dans cette situation. Vous savez, quand tout se passe mal au boulot et qu'en plus on se sent un peu responsable parce qu'on a fait une bêtise et on culpabilise. Le temps d'un moment, on s'enferme un peu. Dans le cas de Kevin, il y a un son qui va le ramener à la réalité, une petite voix qui lui fait « Hello ». Il tourne la tête et il tombe sur Eileen, le deuxième personnage principal de cette histoire. Eileen est coach agile. Elle a une culture incroyable. Elle est conférencière, elle va en conférence, elle connaît plein de trucs. Elle appartient à l'Enabling Team, la fameuse équipe qui ne font ni data, ni infra, ni technique, mais qui vont travailler sur les méthodologies. Elle a un super pouvoir. Elle utilise des post-it, elle écrit dessus, elle les met à droite, à gauche, à droite, à gauche. On ne comprend pas toujours, mais ça nous aide. Et enfin, comme on n'est pas trop habitué à communiquer dans l'équipe, elle nous amène une culture, ce qui s'appelle la culture du feedback. D'ailleurs, Kevin utilise ce qu'il a appris et lui partage sa difficulté. Eileen l'entend et comprend, et comme c'est son rôle, dès le lundi après-midi, elle va lui enseigner 3 leçons. Première leçon, rends clair ce qui est obscur. Merci. Ici, ils vont traiter le sujet des Dora Metrics. On va commencer par ça. Les Dora Metrics, il faut comprendre que ce sont des compteurs. C'est juste des compteurs. Aujourd'hui, je fais un petit message, je vois une énorme obsession autour d'un truc, c'est de la productivité des développeurs. Space, DevX, tout ça. Moi, j'ai envie de dire un truc, foutons la paix aux développeurs qui n'en demandent pas tant. Au lieu de challenger et mesurer la productivité des développeurs, on devrait mesurer et challenger la qualité de nos processus dans les organisations, qui sont souvent des freins aux développeurs. On devrait challenger et mesurer la qualité des interactions et de la communication, qui est souvent un frein pour les développeurs. Et enfin, on devrait mesurer et challenger la capacité au management et à la direction de récupérer les vraies problématiques du terrain, de pouvoir les voir, parce que c'est souvent les freins principaux pour les développeurs. Les Dora Metrics, ce sont des compteurs. Un compteur sans moteur, ça ne vaut rien. Et comme dit Eileen, on doit faire avec. Alors, on commence par les 2 indicateurs de débit. Le premier, le délai de livraison des modifications. Ça signifie quoi? Il y a un nouveau besoin côté développeur. Ils vont faire la mise à jour du code et ils font l'enregistrement du code. D'accord? Cet enregistrement du code par les développeurs, ça s'appelle un commit en termes techniques. D'accord? Et à ce moment de ce commit, de ce fameux enregistrement, le chrono démarre de ce délai. Et ensuite, tic-tac, 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 il va s'arrêter lorsque cette modification de code a été mise en production. Sauf qu'entre-temps, on se doute bien qu'il va y avoir quelques soucis. Et donc la technique, c'est de dire comment on essaie de faire mieux et de s'améliorer. Le deuxième, la fréquence de déploiement. Imaginez sur une année, on livre une étoile qui tue. Donc en fait, notre fréquence de déploiement est de 1. Et si dans une année, on en livre 2, on a doublé notre fréquence de déploiement. Et si on en livre 3, on l'a donc. Merci. Le débit ne va pas sans stabilité. Et ça, c'est un paradigme très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rouler à 130 km/h sur une autoroute sans vous assurer que vos pneus soient bien gonflés. Ce serait un risque. C'est la même chose. Le premier indicateur, alors, ça a un peu évolué en 2024, là, depuis une semaine. Moi, je me suis tenu à ce qu'il y avait en 2018, peu importe. Les délais de remise en service suite à un déploiement en échec, ou le TTR. Imaginons que pour une raison X ou Y, il y a un vaisseau rebelle qui passe et qui détruit votre produit. En combien de temps vous réparez? C'est le temps pour réparer suite à une mise en prod loupée. Et le deuxième, le taux de déploiement de MEP suite à laquelle il y a une panne, ou on fait un rollback ou un hotfix. Imaginez que vous livrez 4 fois dans l'année. Les 3 premières fois, ça se passe bien, c'est cool. 4e fois, ça se passe mal. Donc, une fois sur 4, ça se passe mal, c'est 25%. Votre CFR est de 25%. Parmi tout ça, il y a un seul mot que Kevin a retenu. Du moins, surtout qui a fait écho en lui.
Et il dit à Eileen, là, pour le premier indicateur de début, donc le fameux délai de livraison, tu dis que comme mon équipe fait un enregistrement du code qu'on appelle commit, il faut savoir qu'un commit a des identifiants uniques, peu importe, on démarre le chrono de ce délai. Ben, en fait, Eileen répond oui. Je vous rappelle, Eileen n'est pas technique, et Kevin, oui. Eh bien, en fait, Kevin, tout de suite dans sa tête, il s'est dit, peu importe si vous connaissez ou pas, mais il y a une manière, avec des outils, là c'est une parmi 6 ou 7, 10, de récupérer une unité de temps pour choper le démarrage du chrono. Et ensuite, comment récupérer quand c'est mis en prod? Eh bien, en fait, une manière de faire, il y en a plusieurs, par exemple, mais Kevin, il se dit, je pourrais rajouter un petit label, on va appeler ça un label. Et en fait, quand je vois ce label arriver en production, je sais que mon code a été livré. Donc, en fait, il arrive à récupérer également l'unité de temps quand le chrono est terminé. Il a déjà une solution technique manuelle simple pour mesurer sa Dorametrix, l'e-time for change. Et en fait, pour mesurer même sa fréquence de déploiement, je rappelle la fréquence de déploiement, si par exemple vous livrez 4 étoiles qui tuent dans l'année, votre fréquence de déploiement est de 4, si vous estimez que c'est ça le KPI en entreprise, et en fait, si vous voyez que c'est tiré prod, il passe 4 fois dans l'année, c'est que vous livrez 4 fois, tout simplement. Donc lui, il a déjà 2 solutions techniques simples qu'il peut même automatiser pour mesurer ses Dorametrix. Rend clair ce qui est obscur. Deuxième leçon, révèle ce qui est invisible. Ici, ils vont traiter le cas du sujet épineux de la performance collective de leur équipe. Kevin, il dit, je ne sais pas trop comment je fais, c'est quoi la performance? Eh bien, Eileen lui dit la chose suivante, rappelle-toi de la leçon 1, rends clair ce qui est obscur, qu'est-ce que c'est que la performance pour un manager? Aujourd'hui, la performance d'une organisation est définie principalement pour être concurrentielle par le profit, la productivité et la réduction des time to market. C'est avec un marché très concurrentiel, souvent ce qui va faire la différence. Et si je reprends ce que disait Satya Nadella, le DG de Microsoft en 2017, aujourd'hui une organisation est une organisation du numérique. Le logiciel que vous produisez, que vous utilisez, va impacter votre business. Il y a une corrélation qui est forte, voire une dépendance. Donc plus votre logiciel est meilleur, plus vous allez avoir un impact sur le marché. Mais pour avoir un logiciel de bonne qualité, où on répare vite, où on met à jour rapidement, il faut aussi pouvoir livrer rapidement, réparer rapidement et envoyer du code rapidement. Il faut être performant à livrer en continu. La performance en livraison continue va impacter votre business. Ça, c'est que l'aspect économique. Je ne parle pas de l'aspect sécurité psychologique, climat d'apprentissage, mais déjà, sur cet aspect, ton manager, il a des attentes là-dessus. Et enfin, la question, c'est comment tu rattaches tes pratiques d'équipe à tout ça. Et là, ce que je vous invite à tous et à toutes, c'est de faire le même exercice que Kevin, parce qu'ils vont faire un workshop tous les deux, et on va essayer de faire ça tous ensemble. Ça vous va? Alors, elle va proposer des concepts à Kevin, et vous allez faire comme Kevin, en choisir plusieurs. Donc, la question, c'est, parmi les concepts que je vais vous présenter juste après, lequel utilises-tu au quotidien? Alors, peut-être que comme Kevin, vous allez choisir les tests automatisés, j'explique pas ce que c'est. Peut-être comme Kevin, vous allez choisir le découpage en petits lots. Un exemple très simple de ce concept, des user stories un peu trop épaisses qui ne sont pas faciles à implémenter. Par exemple, vous pouvez utiliser Invest pour découper en plus petites tâches. C'est une manière d'illustrer ce concept. Peut-être que vous allez préférer la partie démo, feedback des utilisateurs, soit comme dans une approche produit, soit est-ce que je produis vraiment de la valeur comme en Scrum. Vous pouvez peut-être choisir le management visuel, si je parle d'outils comme Kanban ou d'outils comme Trello, Jira, etc. Et j'en ai mis une technique, pour ceux qui voulaient aller sur de la technique, monitoring et alerting. Je vous donne 5 secondes, choisissez celle qui vous convient. Visual management. Chacun sa capacité, c'est bon? Kevin, lui, va choisir les tests automatisés. Non, je fais choisir à Kevin les tests automatisés. OK. Deuxième question, Kevin. À quoi vois-tu qu'en fait ta pratique est mise en œuvre? En gros, quelles sont les actions observables, qui sont quasiment indéniables, qui fait que ta pratique, elle existe? Pas forcément évident. Et il réfléchit, il fait, bon alors, essayez de faire pareil avec ce que vous avez choisi. Dans le cas des tests automatisés, je vois qu'on fait une génération de rapports de tests. C'est indéniable. Je vois que pour faire vivre cette pratique, on a aussi des revues hebdomadaires de la stratégie de test. Je vois aussi qu'on fait des intégrations de tests dans ce qu'on appelle des pipelines. Imaginez un tube automatisé dans lequel on intègre des tests au fur et à mesure, comme dans une chaîne de production. On met également des garde-fous qu'on appelle quality gates. Si jamais il y a trop de bugs, etc., on bloque la chaîne de production. Ça peut rattacher au principe JDoka de Lean, si vous connaissez. Et après, on a l'automatisation scripting, forcément. Et aussi, on forme et on recrute des QA.
Donc tout ça, c'est quelques actions que lui, il voit qui sont observables même par un manager, et que c'est indéniable. Elles existent, ces pratiques. Essayez de choisir une action ou deux parmi le concept que vous avez choisi. C'est bon? Ouais. Alors Kevin, quel chiffre ou métrique tu peux mettre associé à ces actions? Alors ça, c'est un exercice. Il a du mal. Alors il va essayer. Donc comme je génère des rapports de test, le nombre de rapports de test. Très bien. On continue. Le temps investi sur les tests, parce qu'ils imputent sur le temps sur des projets. La durée des tests, ça va fluctuer. On va également avoir le volume de bugs, le nombre de tests automatisés et pourquoi pas le nombre de QA dans les équipes. Mais ça, Kevin, je pense qu'il y en a plusieurs aussi parmi vous tous et vous toutes qui froncent un peu les sourcils, qui disent mais c'est pas forcément pertinent unitairement. Le volume de bugs. Vous pouvez avoir 100 bugs d'un coup parce qu'il y a une erreur mineure, très mineure, voire anodine qui est arrivée sur son serveur. C'est un faux positif, ça arrive. Et puis le lendemain, tu vas avoir un bug sur une machine. Par contre, celui-là, il te plante toute ta prod. Donc, ce n'est pas hyper pertinent. Et Lynn, elle n'est pas bête, elle savait où elle amenait. Elle lui dit, oui, certes, mais il y a un truc qu'il faut que tu observes. C'est que toutes tes mesures, elles sont interconnectées. Et c'est ça que je voulais. En fait, tu as un système. Ton nombre de QA, en fait, il va avoir un impact potentiellement sur ton temps investi de test. Il va avoir un impact potentiellement sur le nombre de tests que vous écrivez. Ça va avoir un impact aussi sur votre volume de bugs, mais aussi un impact sur la durée des tests, etc., etc. En fait, elles sont interdépendantes, ces métriques. Et c'est des métriques d'équipe, observées par les équipes, qui sont très fortes. Et ce qu'elle lui dit, ça ne prouve qu'une seule chose à ton manager, c'est que ta pratique, elle crée une dynamique. C'est indéniable. Et si elle crée une dynamique, elle est utile. Je vous laisse penser au nombre de pratiques qui ne sont pas utiles, je ne parlerai pas des réunions. Essayez de faire l'exercice à les réunions, c'est très drôle. En général, on n'arrive pas à dégager des choses très probantes. Et ce qu'affirme Lynn surtout, et c'est la force des Lynn, ça c'est une proposition ça va avoir un impact sur la performance. Alors ça, Kevin, il dit, ok, pourquoi? En fait, les capacités, les pratiques que je vous ai fait choisir, ce n'est pas au hasard. En fait, elles s'inscrivent dans un catalogue, et elles s'inscrivent dans un catalogue de 29 pratiques qui rentrent dans une démarche de performance. Aujourd'hui, il y a une investigation qui a montré ça, et aucun expert de l'agilité ou du DevOps n'a pu montrer que ce n'était pas pertinent au niveau international. Donc ce catalogue, les 5 capacités que je vous ai fait choisir, elles sont dans ce catalogue. Ce n'était pas au hasard. Donc si je résume, ce qu'a fait Lynn, c'est que parmi les pratiques, on a mis un petit filtre avec ce catalogue, et on a mis en évidence celles qui s'inscrivent dans une démarche de performance. Ça déjà, ça rassure Kevin. Et en fait, clairement, si vous allez dans le catalogue, c'est des pratiques que vous faites tous et toutes au quotidien. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a vraiment pas beaucoup de surprises. À part une ou deux peut-être. Et ensuite, on a montré avec des actions observables que même ton manager, s'il vient sur le terrain, il pourra observer. Et en fait, ça montre qu'elles sont utiles. Et ensuite, vous avez mis en place des métriques d'équipe. Ça, c'est important, les métriques d'équipe. J'ai de très bons retours sur des personnes qui demandent aux équipes de mettre leurs propres métriques, même si ce n'est pas un exercice facile. Et en fait, ça, c'est indéniable. Tu as des pratiques qui vont s'inscrire dans ta démarche de performance. La question, c'est comment tu rejoins tout ça. Et en fait, il y a une investigation qui s'appelle Accelerate, qui aujourd'hui n'a pas été montrée comme non pertinente, etc., et qui dit, et qui même montre avec du temps, avec les retours d'expérience, qu'il y a un impact entre vos pratiques qui s'inscrivent dans une démarche de performance sur votre livraison continue. Et ça, Kevin, il est content. Parce qu'il fait le tri dans ses pratiques, il met en valeur des actions observables que personne ne peut contredire. Il a en plus des métriques qui peuvent faire plaisir à des gens qui montrent qu'en fait, elles sont toutes interconnectées. Et surtout, il a un outil d'argumentation qu'il peut présenter à son manager. Et en plus, ça tombe bien, il peut voir les impacts sur du moyen terme grâce au Dora Metrics. Ça tombe bien, il en mesure déjà 2. C'est cool. Alors Kevin, avec tout ça, il est content. Et il va pouvoir aller voir son manager, lui dire qu'ils vont bientôt tyranniser l'univers très rapidement et devenir riche très rapidement. Révèle ce qui est invisible. Troisième et dernière leçon. Je t'en prie. Tes alliés sont la force et non l'inverse. Ici, ils arrivent au sujet, à l'impossibilité d'atteindre le résultat. 80% de couverture de code, il sait que c'est irréaliste, c'est impossible. Péniblement, en 1 mois, sans tricher dans les règles Sonar, il arrive à 58%. Ouais, bande de filous. Alors comment il va faire pour atteindre le 80%?
Et Éline lui dit, mais là, j'entends parler que de toi, mais tu as une équipe. Qu'en pense ton équipe? Et moi, je pense que la réponse, elle est dans ton équipe. Maintenant, comment tu récupères leur opinion? Et surtout, comment tu récupères leur opinion sans influencer ce qu'ils pensent? Petit message à toutes les personnes qui ont cette posture de leader. Je parle bien du rôle de leader. C'est pas forcément un manager, un leader. Un leader, c'est une posture, c'est une attitude, d'accord? Tout le monde peut être leader si on adopte ces postures. Les leaders ont souvent une influence sur la vie des gens. On ne s'en aperçoit pas forcément. Dans une équipe de 12 personnes, un jour, le leader technique venait et dans des workshops où je faisais parler les gens, quand il y avait les 12 personnes, quand le leader technique s'exprimait, et très souvent il s'exprime en premier, j'avais plus de la moitié de l'équipe qui s'alignait sur son avis. Peut-être parce qu'il pensait la même chose, par facilité, par peur de légitimité, peut-être parce que je me suis un junior ou autre. Et en fait, c'est dommage parce qu'on a perdu le prisme et l'expérience et la vision de plus de la moitié de l'équipe qui pourra apporter des choses nouvelles et bénéfiques pour l'équipe. Alors, comment faire? Eh bien, Éline, comme ils n'ont pas beaucoup de temps, elle lui propose la solution suivante. Il y a un truc très facile à mettre en place, encore faut-il le faire proprement, un bon formulaire. C'est rapide et efficace, et assez pertinent. Mais il faut respecter quelques règles, et je vais vous présenter les règles de la base de la psychométrie, et en référence à Albert Moukébert, docteur en neurosciences. Alors si vous tapez psychométrie sur Internet, attention aux yeux, vous allez tomber sur plein de tests de personnalité plus ou moins fiables. Les bases de la psychométrie sont les suivantes. Règle 1, le test mesure ce que je veux tester. On va vite voir comment on peut ne pas respecter cette règle. Mon outil mesure de manière fiable peu ou pas d'interprétation, souvent pas d'interprétation possible, et enfin, un cadre théorique minimum. On va voir comment. Mais surtout, un bon formulaire, il faut qu'il soit anonyme. Si vous voulez des données de qualité, des opinions de qualité, même si ça fait mal à lire sur le moment, il faut, si on a vraiment la volonté, il faut que ça soit anonyme. Vous devez garantir l'anonymat. La personne qui crée le formulaire doit garantir l'anonymat. Et surtout à la fin, ça c'est une mine d'or, un champ libre d'expression. Souvent dans les formulaires, à la fin, je mets un champ libre d'expression, et en fait globalement le formulaire c'est juste un parcours, et c'est à la fin que j'ai vraiment de la donnée de qualité. Bon, Kevin, avec tout ça, il va faire ses premiers essais, ses premières expériences, alors il va tester. Alors, premier essai, est-ce que la couverture de code est un bon indicateur de notre équipe? Oui ou non? Éline lui explique qu'il y a deux erreurs majeures. La première, c'est le oui ou non. C'est trop fermé, il faudrait plus de granularité. Dans une entreprise que je ne citerai pas, j'ai vu passer le formulaire de satisfaction des internes, l'évaluation de satisfaction des internes dans l'entreprise. Première question, êtes-vous satisfait dans cette organisation, oui ou non? Est-ce que vous recommanderiez cette organisation à des amis, oui ou non? Quand vous savez que les données vont être traitées par la directrice du service RH, qu'il n'y a pas de garantie d'anonymat, quand vous savez qu'elle est amie avec le directeur du service d'information et que le directeur du service d'information a un pouvoir d'influence ou une influence sur vos managers, en général, pour se protéger, pour sa carrière, pour son salaire, pour son image, pour sa légitimité, on a plutôt tendance à répondre quoi? Qui a dit non? Plutôt oui. Votre test ne mesure pas ce que vous voulez tester. Et après, le deuxième truc, c'est un bon indicateur. Un bon indicateur, ça peut être sujet à multi-interprétation. Si je vous demande ce que c'est qu'un bon indicateur, je pense qu'il y a au moins 10-15 réponses différentes. Multi-interprétation, alors il faut changer ça. Alors, deuxième essai, la couverture de code est un bon indicateur de la performance de notre équipe avec une échelle de Likert, cadre théorique minimum. Alors, à l'état de l'art, l'échelle de Likert, là j'ai mis 6 réponses, c'est 5, 7 et ou 9. Mais en général, au milieu, il y a marqué « je suis ni d'accord ni en désaccord ». Et moi, j'ai besoin que les gens se positionnent. Donc, je mets toujours une échelle paire. Et surtout, on a mis de la performance. Donc là, on commence à être un peu plus précis. Un peu moins de multi-interprétation, quoique encore, il faudrait définir ce que c'est que la performance. Là, il y a encore deux petites erreurs mineures. Le premier, c'est le mot « bon », B-O-N. En fait, il n'est pas neutre. Si je vous demande « est-ce que ce talk était bien ?» En fait, le mot « bien » n'est pas neutre. La vraie question, c'est « qu'avez-vous pensé de ce talk ?» Et enfin, l'autre chose, c'est que moi, je n'ai pas envie que les gens pensent de manière globale ou pour l'équipe. Je veux que ça soit l'opinion de la personne. Alors, je veux que ça soit un « je pense que la couverture de code est un indicateur pertinent
de la performance de notre équipe. Ce n'est pas encore parfait, mais on se rapproche des règles de la psychométrique et avec une échelle de Likert. Vous pouvez, alors mais ici Noémie Rivière, elle n'est pas là, mais vous pouvez essayer de commencer à travailler ou vous expérimenter avec l'IA. J'avais déjà essayé. Ça marche plutôt bien, mais il faut être prudent. Mais ça marche pas mal. Les résultats. Les résultats sont unanimes. Je vous rappelle, ils sont 5 dans l'équipe. Ici, ils sont quasiment tous d'accord. Ce n'est pas du tout pertinent. Mais le problème, c'est comment Kevin il présente ça à son manager. Il ne peut pas arriver avec des stats en disant on ne peut pas l'atteindre. Et c'est là où le champ libre d'expression devient une mine d'or. C'est qu'en agrégeant les données des 5 personnes, ils sont d'accord sur une chose. Le code est non modulaire, le langage est obsolète, ça n'a pas été préparé pour intégrer des tests. Mais quel bonheur pour Kevin d'avoir des données, de l'argumentation qui vient du terrain et qui puisse présenter ça à son manager. Ça le soulage énormément. Alors, il va s'empresser d'écrire à son manager. Monsieur Dark, suite à vos demandes de KPI, je vous envoie un mail pour vous faire un état d'avancement. Alors, Kevin, il est malin. Il a vu la technique du sandwich. Il va l'utiliser. Nous avons réussi à établir des métriques de notre performance collective. Je vous invite à consulter le document pièce jointe. Cependant, concernant la couverture de code, nous sommes bloqués à 58% à cause de, mais quel bonheur de pouvoir justifier avec des données observables du terrain, des problématiques du terrain que le manager ne peut pas réfuter. Et ça va même aider peut-être son manager. Enfin, dernière couche de pain, vous serez ravis d'apprendre que nous mesurons déjà les 2 Dora Metrics, etc. Une automatisation est en cours. Bisous. Ça fait du bien à Kevin. Un mois après, là, il baigne dans, vous savez, l'effet Ikea. Vous savez, vous construisez votre meuble, il penche, vous s'en fichez, vous êtes fiers, c'est votre meuble. 2 heures après, il reçoit une notification, c'est son responsable qui répond. Cher Kevin, merci pour ton retour, ton investissement pour DarkSide Enterprise est précieux. Ta couverture de code est bien loin des objectifs fixés, 80%. Cela ne sera pas entendu par la hiérarchie, mais on peut mettre en avant tes Dora Metrics et comment tu peux les améliorer. Concernant ta stratégie de mesure, je n'ai pas bien compris pourquoi on ferait confiance à cela, il faudra m'expliquer. En tout cas, nous te remercions pour tous les efforts fournis. Ça peut être dur, là. Là, il vient de briser l'effet Ikea. Vous savez, c'est la personne qui vous dit ton meuble, il penche, et là, il reste des vis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que même si c'est dur à encaisser, là, on demande à Kevin qu'il mesure à peine ses Dora Metrics, on lui demande déjà de les améliorer. C'est quand même dur à encaisser. Que derrière, la hiérarchie ne va pas pouvoir l'entendre. La stratégie de mesure qu'ils ont mis en place avec Eline, il n'a pas compris. C'est dur à encaisser sur le moment. Mais ce n'est pas grave, pourquoi? Premièrement, votre manager, lui-même, il va devoir annoncer des mauvaises nouvelles à sa hiérarchie. Et ce n'est pas forcément évident pour lui non plus. Un manager, il va essayer de voir plus loin. Il a un système à faire tourner, mais il va aussi vous challenger. C'est son rôle et c'est pour ça qu'il est payé. Et donc, il va essayer de vous challenger pour se dire, mais comment on peut les améliorer? Il va essayer de voir plus loin. Et enfin, on ne peut pas demander à un manager d'avoir la même culture qu'une Éline. Et ce n'est pas grave. Il faut faire avec. Mais c'est quand même dur et le temps d'un moment, on peut mettre un petit genou à terre. Mais vous savez quoi? La vie est bien faite. Et par moments, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas. 2 jours après, et je l'ai déjà vu, déjà vécu, à la machine à café, le responsable de Kevin, oui, il boit beaucoup de café, Kevin, c'est peut-être pour ça qu'il lui demande de mesurer la performance collective de son équipe, je viens de capter. Il lui dit, ok, tu es bloqué à 58%, mais en fait, tu mets en évidence un vrai problème. En fait, ce qui s'est passé, Eline, le fameux formulaire, elle a envoyé à toutes les équipes. Elle n'a pas récolté l'avis de 5 personnes, mais de 10, 20, 30, 50, 100 personnes. Et ils sont quasiment tous et toutes unanimes, à 70%, on va dire, sur le fait que le code est obsolète et qu'on ne peut pas intégrer les tests sans que ça soit trop coûteux. Et là, ils bénéficient d'un effet de masse, d'un biais de généralisation peut-être, que le manager peut réutiliser pour présenter ça à sa hiérarchie en toute sérénité. Ils mettent en évidence un vrai problème. Sur la partie, les Dora Metrics, le manager, il voit plus large, il va essayer de challenger. Et là, il lui dit, mais ta solution, elle a l'air simple, mais on peut la mettre à l'échelle, en fait. Pour ceux qui connaissent l'outil Git, en fait, ça prend quelques secondes en fait, de mettre en place ça. Et en fait, Kevin, il est content, on va valoriser son travail, on va le mettre à l'échelle.
Et enfin, ta stratégie de mesure. Je n'ai pas trop compris, mais ça met en évidence une dynamique et je dois te soutenir. Rappelez-vous, Kevin, il a un mandat avec son manager, ils se font confiance. Et ça, c'est très précieux. Ils ont un mandat et en fait, le manager fait aussi confiance à Eileen. Ils ont un double mandat. En fait, le manager, il va les soutenir, il va les laisser faire et au pire, ils réussissent. On est lundi, il est 9h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est soulagé. Cette histoire de mise en prod de KPI, c'est quasiment terminé, c'est du passé. Il y a un post-it sur la table. Boire un café avec Eileen, encore. Ce qu'en tire Kevin de cette expérience, c'est la chose suivante. C'est qu'une approche top-down est doublement efficace, complétée par une approche bottom-up. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher les problématiques du terrain. Et surtout, ils les ont rendues visibles au management. Et ça, c'est un travail souvent des gens du terrain. Et quelque part, c'est notre responsabilité, même si on n'est pas affecté à ça au début. Mais il faut aussi argumenter, donner de la matière. Et donc, de matière, il faut aller chercher de la donnée. Première donnée, de la donnée quantitative, des chiffres, mais fiables. Il faut que ça soit pertinent, pas des indicateurs pastèques. Mais les chiffres, c'est bien, il faut aussi des lettres. Des chiffres et des lettres, retenez cela. Il faut aussi des données qualitatives en masse pour bénéficier de l'effet de masse. Et peut-être que le management, avec tout ça, pourra lui-même présenter ça à sa hiérarchie et les convaincre d'adapter la stratégie. Suite à cette histoire, vous avez vu comment on pouvait mettre en avant des actions observables auprès du management et mettre en place et aller chercher les métriques des équipes pour valoriser ce que vous faites au quotidien. Vous avez vu qu'on pouvait mettre en place un formulaire assez rapidement, facilement, en se basant sur les règles de la psychométrie, l'anonymat et le champ libre d'expression, et surtout de récolter des données en masse, pas 5 personnes, 10, 15, 20, 30, autant que vous le pouvez. Et enfin, 3 critères pour des KPI clairs, pertinents et qui fassent sens. Parce qu'un jour à l'autre, votre manager vous demandera aussi des KPI, si ce n'est pas déjà le cas. Et comme Kevin, cela va vous mettre une charge mentale. Comme Kevin, vous allez remettre en cause peut-être votre légitimité sur la performance, et comme Kevin, vous ne saurez pas comment faire. Alors, osez manager votre manager, osez aller de l'avant vers lui. Osez aller récolter l'avis de 10, 20, 30, 40, 100 personnes, et osez challenger les KPI qu'on vous demande. 3 critères, retenez cela. Intention, attention, émotion. Intention, quelle est l'intention du KPI? Est-ce qu'il est clair pour tout le monde? Est-ce qu'on est aligné? Attention, à quoi je dois faire attention? À la pertinence des données qui l'alimentent. Et émotion, si vous préférez, énergie. À l'annonce du KPI, est-ce que cela crée une dynamique ou au contraire une frustration, une démotivation? Intention, attention, émotion. Et peut-être qu'avec tout ça, ensemble, on changera peut-être la définition du mot KPI et qu'elle ne soit plus Key Performance Indicators, mais qu'elle devienne Keep People Interested, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, de garder les gens intéressés, de garder les gens impliqués, et j'espère l'avoir fait aujourd'hui, de garder les gens inspirés. Merci.